Une petite communauté du Tennessee est secouée par la disparition d'une femme âgée très estimée. Plus les enquêteurs cherchent, et plus le mystère de sa disparition s'épaissit. La vérité commence lentement à émerger dans une direction complètement inattendue, alors que la police et le FBI essaient d'aider les habitants d'une petite ville à retrouver leur ami. Memphis, au Tennessee, le 7 août 1992. À 40 km de là, dans la petite ville de Eads, Alan Roberts, un prospère promoteur immobilier, rentra chez lui après le travail. La voiture de sa femme était dans l'allée, comme d'habitude, mais il fut surpris de trouver le courrier sur le véhicule. Son épouse, Doe Roberts, laissait toujours un mot quand elle sortait, mais cette fois-ci, elle n'avait rien laissé. Sur le comptoir de la cuisine, Alan trouva les médicaments que prenait Doe pour traiter son asthme. Or, elle emportait toujours son aérosol pour inhalation quand elle sortait. Il appela leurs meilleurs amis qui vivaient tout près. Bill, this is Alan. Have you seen Doe today? Has she been over there? De tous ceux à qui il parla, personne n'avait vu ni parlé à Doe. I'll tell you what, I'm going to go out and look around the property for her. You do me a favor, call around and see if you can find her, okay? Roberts craignait qu'elle n'ait eu une crise d'asthme pendant qu'elle travaillait dans le jardin. Il la chercha sur la propriété, mais ne trouva aucune trace d'elle. Il se préparait à appeler la police quand le téléphone sonna. L'homme au bout du fil avait un accent asiatique. L'homme demanda une rançon de $100 000 en échange de Doe. L'homme ne lui indiqua pas où laisser l'argent et il raccrocha. Assommé, Alan appela immédiatement le bureau du shérif de Shelby County pour signaler la disparition de sa femme et aviser la police de l'appel du ravisseur. Une équipe de policiers et d'inspecteurs fut dépêchée à la maison. Roberts leur dit qu'il n'avait pas reconnu la voix de son interlocuteur et qu'il ne connaissait personne qui aurait pu vouloir s'en prendre à Doe. Pendant l'interrogatoire, les agents du bureau du FBI de Memphis arrivèrent. Eads est situé à 50 km de la limite entre l'Arkansas et le Mississippi. Si quelqu'un emmenait Doe dans un autre État, la responsabilité de la retrouver incomberait au FBI, car le transport d'une victime d'un État à l'autre est un crime fédéral. Roberts déclara qu'il avait vu sa femme pour la dernière fois le matin même. Ils avaient pris leur petit déjeuner ensemble, comme ils le faisaient tous les matins depuis 43 ans. Vers 10 heures, Alan partit rencontrer un client potentiel venu de l'extérieur qui s'intéressait à l'une de ses propriétés. Le client, un certain Sam Wagner, avait appelé la veille pour prendre un rendez-vous et visiter la propriété à 10h30 ce matin-là. Roberts déclara qu'il avait attendu pendant plus d'1 heure, mais que Sam Wagner ne s'était jamais présenté. Il avait passé le reste de l'après-midi à étendre des rouleaux de gazon sur le terrain d'une autre de ses propriétés.
Les enquêteurs devaient vérifier la maison pour voir s'il n'y avait pas d'indices. Roberts leur montra l'aérosol de Doe et déclara que sans lui, elle pourrait mourir si elle était victime d'une crise. Les policiers devaient la retrouver au plus vite. Ils se mirent à la recherche de traces d'entrée par effraction en vérifiant toutes les fenêtres et les portes. Rien ne semblait suspect. Certaines personnes quittent volontairement le foyer, mais elles maquillent les lieux pour faire croire à un enlèvement. Les policiers vérifièrent la chambre de Doe. Ses valises et tous ses vêtements se trouvaient toujours là, de même que ses objets de valeur. Elle ne semblait donc pas partie de son plein gré. Si quelqu'un l'avait enlevée, un indice laissait supposer que cela s'était produit à l'extérieur, comme en témoigne l'agent spécial Joanne Overall du FBI. Alan Roberts avait trouvé du courrier dans l'allée. Ces lettres n'avaient jamais été apportées dans la maison. Il en avait déduit que sa femme était allée à la boîte aux lettres et qu'elle n'avait pas eu le temps de rentrer. Elle avait laissé le courrier là où on l'avait trouvé. À partir de l'allée, les policiers commencèrent des recherches méthodiques en quadrillant les 60 hectares de la ferme pour découvrir ce qui était arrivé à la femme de 65 ans. Malgré les nombreux efforts des équipes de recherche, on ne trouva rien. Le meilleur moyen d'obtenir de nouveaux indices serait d'attendre un autre appel du ravisseur. On a surveillé les appels que recevait Alan Roberts tout de suite après l'enlèvement. Avec son accord, on a branché une enregistreuse sur son téléphone au cas où le ravisseur le rappellerait. Tous les appels seraient retracés. Si l'homme à l'accent asiatique rappelait, le FBI serait prêt. Plus tard le même soir, le téléphone sonna. Il provenait d'une cabine téléphonique à proximité. Des policiers se rendirent à l'endroit d'où provenait l'appel. Il semblait bien qu'il s'agissait de l'homme qui avait appelé plus tôt. Il déclara que Doe était en sécurité et qu'il savait que les autorités écoutaient l'appel. Roberts déclara que le ravisseur lui avait ordonné de retirer le ruban de l'enregistreuse et de le détruire dans l'allée de la maison. L'équipe changea rapidement la cassette pour une cassette vierge. Il n'y avait alors aucun policier à l'extérieur. Quand les agents de police de Shelby County arrivèrent au téléphone public, il n'y avait personne. L'homme qui avait fait l'appel était parti. À l'aube, les enquêteurs étendirent leurs recherches à la ville entière de Eads, demandant aux amis et aux voisins de Doe quand ils l'avaient vu pour la dernière fois ou s'ils avaient vu quelque chose d'anormal le jour de sa disparition. Personne ne se rappelait avoir vu ni entendu Doe ce jour-là. Un voisin déclara aux enquêteurs qu'il avait remarqué une certaine tension entre Doe et Alan à l'église plus tôt dans la semaine. Mais on ne trouva aucune piste solide. La nouvelle de l'enlèvement se propagea et les chaînes de télévision s'emparèrent de l'histoire. Joe Birch de WMC-TV à Memphis parla de la réaction de la petite ville suite à la disparition de Doe. Beaucoup de gens croyaient que le coupable était quelqu'un de l'extérieur parce que tous ces gens fréquentaient la même église. Ils organisaient des soirées et passaient beaucoup de temps ensemble. Ils avaient investi beaucoup d'énergie dans cette petite communauté et ils évitaient le centre-ville de Memphis, un endroit dangereux selon eux. À mon avis, les habitants de Eads croyaient que le crime avait été commis par quelqu'un de l'extérieur.
Mais il y avait tout lieu de se demander comment un inconnu aurait pu passer inaperçu à Heaths. La première journée de l'enquête se terminait et l'agente Overall était de plus en plus inquiète. Les 24 heures qui suivent un enlèvement sont cruciales. Plus le temps passe et plus les chances de retrouver la victime en vie diminuent. Le deuxième jour, des habitants de la ville se réunirent pour montrer leur soutien et pour prier pour le retour de Doe. Pendant que la ville de Heaths était en prière, les enquêteurs, eux, tournèrent leur attention vers le suspect le plus vraisemblable. Dans un cas comme celui-ci, nous commençons toujours par interroger la famille. Et à partir de là, nous agrandissons peu à peu notre champ de recherche. On devait commencer par le mari, Alan Roberts. Il était possible qu'il s'en soit pris à Doe et qu'il se soit ensuite servi d'un complice pour faire les appels. Il est toujours pénible pour les membres de la famille de se faire considérer comme des suspects. Les autorités durent demander au mari, fou d'inquiétude, de se soumettre au détecteur de mensonges. Alan ne s'attendait pas à cette enquête, mais il accepta. Le polygraphe mesure les réactions physiologiques d'un sujet lors d'un interrogatoire. D'abord, le sujet parcourt toutes les questions pour ne pas être surpris lors de l'examen. Bien qu'on l'appelle communément un détecteur de mensonges, le polygraphe ne décèle pas les mensonges. Il détecte toutefois les réactions caractéristiques des gens qui mentent, comme l'accélération de la fréquence cardiaque, l'augmentation de la tension artérielle et de la transpiration. Même si les résultats de cet examen sont rarement recevables en cours, beaucoup d'enquêteurs croient que le polygraphe leur permet de savoir dans quelle direction orienter leurs recherches. L'examinateur posa à Roberts des questions qui n'étaient pas reliées à l'affaire afin de mesurer ses réactions lorsqu'il disait la vérité. Il lui posa ensuite des questions sur sa relation avec Doe et sur les événements le jour de sa disparition. L'examinateur analysa ensuite le graphique obtenu pour déterminer si Roberts avait menti en répondant à certaines questions sur l'affaire. Il en conclut qu'Alan Roberts avait dit la vérité en répondant à toutes les questions. Alan était convaincu que c'était terminé. Mais les agents savent que les résultats de ces examens ne sont pas toujours exacts. On ne pouvait pas encore l'éliminer de la liste des suspects. Pour vérifier l'alibi de Roberts, le FBI voulait retrouver Sam Wagner, l'homme qu'il devait rencontrer le matin de l'enlèvement de Doe. On s'est dit que ce Sam Wagner était peut-être venu dans la région après avoir entendu parler de la situation financière des Roberts et qu'il avait enlevé Doe parce qu'ils étaient riches. Les agents fouillèrent dans les bases de données du FBI ainsi que dans les dossiers de la Régie des véhicules à l'échelle du pays à la recherche de quiconque du nom de Sam Wagner. Les agents du FBI de plusieurs États interrogèrent des hommes de ce nom, mais chacun d'eux fut rayé de la liste des suspects. On a commencé à avoir des soupçons sur Alan Roberts quand on a vu qu'il était impossible de retrouver ce Sam Wagner. Il nous est alors apparu vraisemblable que Roberts ait été l'instigateur de cet enlèvement. Si Alan s'en était pris à sa femme, peut-être trouverait-on un indice dans les relevés téléphoniques et bancaires du couple. Mais tout ce que les enquêteurs découvrirent ne faisait que confirmer le fait que le couple menait une vie normale dans une petite ville. Il n'y avait eu aucun contact avec un individu suspect et rien n'indiquait que Doe avait dépensé de l'argent après le c'est-tout. On n'avait plus de pistes à explorer. On finit par en déduire que Doe Roberts était morte.
Après environ 2 ou 3 semaines sans retrouver la victime, on en est venu à croire qu'il s'agissait probablement d'un homicide. J'ai demandé, par le biais de mon superviseur, que l'on mène cette enquête conjointement avec le bureau du shérif de Shelby County. S'il s'agissait d'un meurtre, le procès aurait lieu à la cour de l'État. L'équipe retourna chez les Roberts. La seconde fois qu'on a fouillé la propriété d'Alan Roberts, on l'a fait davantage dans l'optique de recherche judiciaire. On a cherché des éclaboussures de sang dans la maison et la grange. Roberts fut coopératif. Il était prêt à faire tout ce qu'il faudrait. Les techniciens judiciaires du FBI et du bureau du shérif examinèrent tous les bâtiments à la recherche de traces d'un meurtre, d'un nettoyage intensif ou d'un corps. Ils recueillirent également des cheveux et des fibres de tapis dans la camionnette d'Alan pour les comparer à tout indice que l'on pourrait éventuellement trouver. Ces recherches éreintantes prirent 2 grosses journées. Alan Roberts était de plus en plus frustré de voir les autorités dépenser autant d'énergie sur lui. Il était épuisé. Et pendant ce temps, le ravisseur courait toujours en liberté. En 1992, le bureau du shérif de Shelby County et le bureau du FBI de Memphis fouillaient la ferme d'Alan Roberts et ses bâtiments à la recherche d'indices corroborant la thèse de l'assassinat de sa femme. Roberts s'était soumis au détecteur de mensonges et l'on n'avait trouvé aucune trace de sang sur sa propriété. On ne disposait d'aucun autre suspect et les enquêteurs détenaient des preuves indirectes qui mettaient Roberts en cause. Même si plusieurs personnes avaient vu Roberts ce jour-là, leur témoignage ne couvrait qu'une période de 5 heures. Autrement dit, Roberts avait eu amplement le temps de se débarrasser d'un cadavre. Le présentateur de nouvelles Joe Birch avait remarqué l'apparente froideur de Roberts quand il avait couvert cette histoire. Quand votre femme disparaît, on s'attend à ce que vous soyez bouleversé. Mais ce n'a pas été le cas avec Alan Roberts. Il était calme, voire serein et sans détour. On ne l'a pas vu pleurer ni manifester d'émotion comme c'est le cas d'habitude lors d'un enlèvement. En septembre, l'homme à l'accent asiatique refit surface, déclarant qu'Alan était mêlé à cette affaire. Le ravisseur s'est mis à appeler les habitants de Eads, déclarant que Doe Roberts était toujours en vie. Lors de ces appels, il a indiqué qu'Alan avait participé au complot pour faire enlever sa femme. C'était extrêmement décevant parce qu'il ne disait jamais où laisser l'argent. Tous les appels avaient été faits dans un rayon de quelques kilomètres de la maison de Roberts, ce qui était risqué de la part du ravisseur, compte tenu de tout le brouhaha qu'avait créé l'affaire au sein de la petite communauté. Cette audace laissait présumer que le ravisseur vivait dans les environs, que sa présence ne paraissait pas étrange et qu'il se croyait hors d'atteinte des enquêteurs. Résolu à faire avancer l'affaire, Alan Roberts prit les choses en main en offrant une récompense en échange du retour de Doe saine et sauve. Il annonça alors qu'il débranchait le matériel du FBI de son téléphone afin que le ravisseur puisse l'appeler. Le 8 octobre 1992, soit 2 mois après la disparition de Doe, le ravisseur rappela Alan Roberts. Is she okay? Il lui demanda de se rendre au téléphone public d'une station-service à environ 2 km de chez lui. Roberts se rendit rapidement sur place. Une fois encore, il était seul et aucun témoin ne pourrait corroborer ses dires. Le téléphone sonnait déjà quand il arriva. Il espérait retrouver sa femme. Hello? Hello? L'homme à l'accent asiatique déclara que Doe était toujours en vie et qu'elle se trouvait avec lui. Il demanda à Roberts de lui donner le nom d'un intermédiaire en qui il avait confiance et que le ravisseur pourrait contacter. Somebody at the
the church? What do you mean, somebody at the church? Roberts lui mentionna le nom de Charles Lord, un dirigeant dans la communauté paroissiale et un bon ami de la famille. L'homme au bout du fil déclara qu'il lui donnerait bientôt des consignes à propos de la rançon. Listen, can I talk to Doe? Let me talk to Doe. What? Hello? Hello? Il raccrocha. Charles Lord, l'homme dont Roberts avait donné le nom au ravisseur, était le trésorier de la paroisse. Au nom d'Alan Roberts, il demanda publiquement au ravisseur de l'appeler pour lui donner les consignes sur le dépôt de la rançon. Tous voulaient revoir Doe. Le ravisseur appela Charles Lord ainsi que d'autres habitants de Eads, mais il ne donna aucun détail sur l'échange éventuel. En novembre, Charles Lord demanda aux enquêteurs de venir chez lui. L'agent spécial Joanne Overall espérait obtenir enfin quelque chose sur le ravisseur. Charles Lord a déclaré que tard dans la soirée, il avait entendu une voiture s'arrêter devant chez lui. Il s'est rendu à sa boîte aux lettres où il a trouvé une enveloppe. C'était une demande de rançon du ravisseur. Les enquêteurs se réjouissaient enfin d'avoir un indice en main. Des empreintes digitales, des cheveux ou des fibres sur la lettre pourraient constituer un lien avec le ravisseur. Malheureusement, quand on leur remit la lettre, certains indices avaient été contaminés. Charles Lord a pris cette lettre et il l'a montrée à plusieurs personnes avant de nous appeler et de nous la remettre. Il y avait donc beaucoup d'empreintes digitales sur la lettre quand on l'a eue. Les experts du labo examinèrent les empreintes pour découvrir qu'elles provenaient toutes de Lord et des personnes qui avaient regardé la lettre après lui. Rien qui pouvait mener au ravisseur. Le message ne leur fournit guère plus d'indices. Le montant de la rançon avait diminué, mais on n'avait toujours aucune directive quant à l'endroit où l'on devait la laisser. Le ravisseur prenait un malin plaisir à déjouer la police. Au cas où il rappellerait Lord de nouveau, les agents lui tendirent un piège. Notre bureau a établi une surveillance de sa boîte aux lettres à l'aide d'une caméra cachée dans une cabane d'oiseaux près de la boîte. Ainsi, si le ravisseur laissait une autre lettre, on capterait son image sur vidéo. Les agents installèrent également un système d'écoute et d'enregistrement sur la ligne téléphonique de Lord. On n'avait toujours pas trouvé de preuves concrètes de l'implication d'Alan Roberts, mais un nouveau suspect semblait se dessiner. Charles Lord jouait un rôle actif au sein de l'enquête et il s'arrêtait souvent au bureau du shérif pour vérifier les progrès de la police. Les policiers se mirent à le soupçonner. À cause de son intérêt marqué pour l'affaire et la nature étrange des appels qu'il disait recevoir du ravisseur. Charles Lord a déclaré qu'il avait reçu plusieurs appels du ravisseur. Il a aussi affirmé qu'il avait parlé à Doe Roberts. Or, tous ceux qui avaient parlé au ravisseur n'avaient jamais pu parler à Doe Roberts. Les agents ne purent jamais entendre les enregistrements de ces appels. Chaque fois que le ravisseur appelait, il semblait que notre équipement avait lâché. Au cours de la semaine suivante, Lord signala avoir reçu une nouvelle demande de rançon ainsi que le foulard de Doe dans sa boîte aux lettres. Les agents ne trouvèrent aucun indice sur ces objets. Ils espéraient toutefois avoir capté l'image du ravisseur à l'aide de la caméra. Au visionnement, ils virent le postier venir à plusieurs reprises, mais quand vint le moment du ravisseur, l'image disparut. Quand on a vu que le matériel installé chez Charles Lord avait encore fait défaut, je me suis dit que nous avions vraiment du matériel de mauvaise qualité.
mais il a bientôt été évident que quelqu'un l'avait brisé. Et les agents soupçonnaient Charles Lord. C'est alors que le mari de la victime, Alan Roberts, déclara avoir eu une rencontre très étrange avec Lord. La veille au soir, au centre communautaire de Eads, Lord l'avait sommé de venir le rencontrer en privé. Alan fut surpris quand son ami lui proposa son aide pour retrouver Doe en échange d'un montant d'argent. Selon Alan Roberts, Charles Lord lui avait parlé des contacts qu'il entretenait avec le monde interlope. Il lui fournirait des informations moyennant un montant d'argent. Alan m'a également dit que Charles Lord avait une arme sur lui au moment de cette rencontre. À n'en pas douter, Lord était mêlé à cette affaire. Mais les soupçons des enquêteurs ne suffisaient pas. Ils devaient trouver des preuves. Le 4 mars 1993, 7 mois après la disparition de Doe, l'affaire connut un autre rebondissement. Le présentateur Joe Birch de Memphis reçut un appel à son bureau. Je n'avais jamais enregistré une conversation téléphonique auparavant, mais j'ai décidé que cette fois-ci, je le ferais. Cet appel a provoqué un déclic dans ma tête. Je me suis dit que cet individu était peut-être celui qui avait fait tous ces appels dans l'affaire Doe Roberts. Je l'ai gardé au bout du fil le plus longtemps possible. Birch s'entretint avec l'homme à l'accent asiatique en essayant d'obtenir des détails sur son identité et sur ce qui était arrivé à Doe. Quand Birch tenta de fixer un rendez-vous pour laisser la rançon, l'homme raccrocha. J'ai apporté l'enregistrement dans le bureau de mon patron. On a aussitôt appelé le FBI et le bureau du shérif de Shelby County. Les enquêteurs accordèrent à WMC-TV la permission de diffuser l'enregistrement. Cela fonctionna. Le ravisseur appela de nouveau. Il était mécontent de la diffusion de l'appel et il exigea des journalistes qu'ils cessent de couvrir l'affaire. Mais cette fois-ci, Joe Birch parvint à lui faire quelque chose que personne n'était arrivé à faire avant lui, fixer un rendez-vous pour remettre la rançon. Les agents et les inspecteurs du bureau du shérif mirent le lieu de rendez-vous sous surveillance, prêts à mettre la main au collet du ravisseur qui leur échappait depuis si longtemps. Obéissant aux directives, un reporter de WMC-TV se rendit au lieu de rendez-vous avec 80 000 $ en argent liquide. Tous les agents attendaient, pleins d'espoir. Mais le ravisseur ne se montra pas. Quelques semaines s'écoulèrent sans que l'enquête ne progresse. Puis, en juin 1993, le ravisseur organisa un autre rendez-vous. Il appela deux neveux de Doe et leur demanda d'apporter la rançon à un motel de la région. Bientôt, l'insaisissable ravisseur referait surface. En juin 1993, les enquêteurs qui travaillaient sur l'affaire Doe Roberts mirent un motel de Eads sous surveillance. L'agent spécial Joanne Overall faisait partie de l'équipe de surveillance. Les neveux de Doe Roberts ont reçu un appel du ravisseur et ils ont fixé ensemble un rendez-vous pour lui remettre la rançon. Le ravisseur leur a dit de se rendre à une chambre de motel, ce qu'ils ont fait, mais ils ont aussi appelé le FBI. Ils devaient attendre un appel téléphonique ou rencontrer quelqu'un. Des policiers avaient été incapables de repérer Charles Lord ce soir-là. Pendant que l'équipe d'agents surveillait le motel, un homme s'approcha. C'était Lord.
il se rendit à la chambre de motel louée par les neveux de Doe. Charles Lord a dit au neveu de Doe Roberts qu'il avait reçu un appel du ravisseur lui demandant de recueillir l'argent. Ensuite, le ravisseur devait l'appeler lui pour lui dire où laisser la rançon. Mais les neveux refusèrent d'obtempérer. Ils lui dirent qu'ils ne transigeraient qu'avec le ravisseur. Les enquêteurs croyaient pour leur part que c'était pourtant le cas. C'était le seul individu qui avait déclaré avoir reçu un appel du ravisseur pendant lequel il avait parlé à Doe Roberts. Et maintenant, il venait à ce rendez-vous pour recevoir l'argent. On n'avait alors malheureusement pas assez d'indices pour procéder à son arrestation. Les enquêteurs en profitèrent toutefois pour concentrer leurs efforts sur Lord. Ils se mirent à la recherche d'un mobile pour cet enlèvement en obtenant l'autorisation d'examiner ses relevés financiers. On a examiné les relevés pour voir s'il avait contracté des prêts. On voulait savoir dans quel état étaient ses affaires financières. On a alors constaté que Lord devait beaucoup d'argent à plusieurs banques. C'étaient des sommes d'argent substantielles. En outre, comme il n'arrivait pas à les rembourser, il avait déclaré faillite. Ces preuves indirectes permirent aux enquêteurs d'obtenir un mandat de perquisition de la maison de Lord. À la fin du mois de juin, les enquêteurs purent examiner tous les documents financiers de Lord. Certains dossiers indiquaient qu'il avait des antécédents criminels. Il avait détourné 150 000 $ du Memphis Depot où il travaillait avant de se retirer quelques années plus tôt. Il avait également détourné environ 70 000 $ de l'église de Eads qu'il fréquentait. Lord était trésorier de l'église et avait donc accès aux comptes bancaires de la paroisse et aux donations en argent liquide. Malgré ces découvertes, toutefois, les enquêteurs ne disposaient toujours pas de preuves formelles qu'il avait enlevé quelqu'un. On n'avait rien pour l'accuser de l'enlèvement et du meurtre de Doe Roberts. C'était important d'obtenir des aveux de Charles Lord parce qu'on n'avait pas retrouvé le corps. Un des agents qui travaillait sur l'affaire avait appris à dresser le profil psychologique des criminels. Après analyse des faits et gestes de Lord, il esquissa un profil de son comportement qui devrait être utile pour obtenir ses aveux. Selon lui, Lord était un manipulateur, un menteur compulsif qui croyait que personne ne pouvait l'atteindre. L'agent croyait que la seule façon de remporter la bataille contre le suspect serait de gonfler son ego à bloc. Le plan consistait à convoquer Lord à un interrogatoire et à lui laisser croire qu'on disposait de plusieurs indices sur lui à la suite d'une importante enquête qu'on faisait depuis plusieurs mois. Les agents remplirent plusieurs boîtes de faux indices pour convaincre Lord qu'il n'était pas au-dessus de tout soupçon. Puis, le 25 août 1993, au bureau du FBI de Memphis, ils rencontrèrent Lord et son avocat. Pendant l'interrogatoire, je pouvais voir Charles Lord examiner ses boîtes et s'imaginer que nous le surveillions depuis bien plus longtemps qu'il ne le croyait. Il est alors devenu très nerveux. La tactique du FBI sembla porter fruit. Lord finit par reconnaître qu'il avait fait certains des appels pour la rançon. Il ajouta qu'il l'avait fait pour le bien de Doe, dans l'espoir que les policiers n'abandonneraient pas l'enquête. Mais il nia avoir joué un rôle dans son enlèvement. Les enquêteurs qui sentaient qu'il était à deux doigts de céder sous la pression lui firent une offre. Les agents de nos bureaux, de même que l'inspecteur de Shelby County, lui ont dit que s'il acceptait de se soumettre au détecteur de mensonges et qu'il réussissait son examen, son nom serait rayé de la liste des suspects. Toutefois, s'il l'échouait, il devrait accepter de subir d'autres interrogatoires relativement à l'enlèvement. Il accepta.
Après avoir posé plusieurs questions à Lord pour évaluer ses réactions quand il disait la vérité, l'examinateur lui posa des questions sur Doe, notamment s'il était mêlé à son enlèvement. Did you harm Doe Roberts? À la fin de l'examen, l'expert conclut que Lord avait menti. Même si ces résultats n'étaient pas recevables en cours, ils permettaient aux autorités d'interroger le suspect de nouveau. Les agents du FBI et les inspecteurs du bureau du shérif de Shelby exercèrent de la pression sur Lord, qui était accompagné de son avocat. Il revenait sans cesse sur les résultats de l'examen polygraphique. Au début, il continua à nier d'être impliqué. Mais après quelques heures, les tactiques d'interrogatoire finirent par avoir raison de lui. Lord déclara qu'il était prêt à raconter ce qui était arrivé. Il dit qu'il avait besoin d'argent pour rembourser les prêts bancaires et pour rembourser l'argent qu'il avait volé à l'église. Il avait donc décidé d'enlever Doe et de demander une rançon en échange de sa liberté. Le 6 août 1992, il appela les Roberts en prétendant s'appeler Sam Wagner, un client intéressé par une propriété, et il prit rendez-vous avec Allen. Le lendemain, il savait qu'Allen l'attendrait sur le terrain de la propriété et il se rendit chez lui. Doe était en train de ramasser le courrier. Il savait qu'elle lui ferait confiance. Allen's been involved in an accident. Yeah. Get in the car and I'll take you to him. Is he all right? Lord déclara aux enquêteurs qu'il avait prévu rendre sa liberté à Doe quand il aurait eu la rançon, mais qu'elle avait eu une crise cardiaque fatale dans sa voiture. Il ajouta que, pris de panique, il avait jeté son corps et son sac à main, mais il refusa de dire où. Les enquêteurs croyaient qu'il mentait, du moins quand il disait qu'il avait eu l'intention de remettre Doe en liberté, et peut-être aussi à propos d'autres détails. L'agent spécial Joan Overall savait qu'il devrait trouver le corps pour valider ses déclarations. On fit alors une offre à Lord. Charles Lord a accepté de nous indiquer où se trouvait le corps de Doe Roberts après nous avoir avoué qu'il l'avait enlevé. En échange, le shérif de Shelby County ne chercherait pas à le faire condamner à mort. Lord déclara qu'il avait jeté son corps dans la rivière Wolf. Cette rivière, au courant très paisible, qui parcourt 150 km dans le coin sud-ouest de l'État, se jette dans le Mississippi à Memphis. Lord déclara qu'il avait jeté le corps de Doe du haut d'un pont de Fayette County, à environ 20 km de la maison des Roberts. Des plongeurs cherchaient le corps et le sac à main en commençant à 50 mètres en amont. C'est le lieutenant John Yancey de Shelby County qui menait les opérations de recherche dans les eaux sombres de la rivière. En tout, il y avait 21 plongeurs. La visibilité dans la rivière était quasi nulle. C'était des eaux complètement noires. Et dans ces eaux sombres vivent plusieurs sortes de serpents venimeux. Pour ajouter encore aux difficultés, le crime avait été commis 1 an plus tôt. Les restes humains seraient éparpillés et difficiles à trouver. Les équipes devaient poursuivre leurs recherches centimètre par centimètre, malgré une chaleur dépassant 43 degrés. Le deuxième jour, j'étais sur le pont quand une dame âgée est venue me trouver et m'a demandé de lui faire une faveur. « Je vais faire ce que je peux », lui ai-je répondu. Elle a dit « Je veux que vous trouviez quelque chose aujourd'hui pour qu'on puisse enfin faire notre deuil et enterrer Doe. » Après 3 jours entiers, les plongeurs avaient ratissé le lit de la rivière sur 800 mètres. Le corps ne pouvait pas être allé plus loin dans ces eaux peu profondes des basses-terres. J'ai dit à mon supérieur que, selon mon expérience, la victime n'était pas là. Si vous voulez qu'on continue à chercher, ai-je ajouté, il va falloir qu'on se rende jusqu'au Mississippi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle n'est pas ici. Les enquêteurs commençaient à croire que Lord leur avait menti, mettant ainsi inutilement la vie des plongeurs en danger. L'agent spécial Overall affronta Lord à ce sujet.
On a emmené Charles Lord sur le site des recherches. On lui a dit que les plongeurs mettaient leur vie en péril pour trouver le corps. Or, le cadavre ne semblait pas être là. Le suspect était à court de mensonges. Maintenant, il était prêt à dire aux enquêteurs ce qui était vraiment arrivé à Doe Roberts. Après 3 jours de recherche dans la rivière Wolf, au Tennessee, le chef de l'équipe de plongeurs John Yancey croyait que la dépouille de Doe Roberts, la victime d'un enlèvement, ne se trouvait pas dans la rivière. On avait fouillé partout et, avec mes quelques années d'expérience, j'étais persuadé qu'on aurait dû trouver quelque chose, soit des ossements, des articles de maquillage ou quelque chose de ce genre. J'ai dit, si je me fie à mon expérience, elle n'est pas là. Les enquêteurs avaient mis Lord au pied du mur. Quand Lord eut compris que les policiers ne le lâcheraient pas tant qu'il n'aurait pas dit la vérité, il reconnut que Doe n'était pas morte d'une crise cardiaque dans sa voiture. Il déclara qu'il l'avait amenée chez lui et qu'il l'avait ligotée dans une chambre au-dessus du garage. Il ne pouvait plus laisser sa voisine partir. Il avait tenté de la tuer en lui administrant des somnifères. Quand il avait constaté que cela ne fonctionnait pas, il l'avait étouffée avec un oreiller. Il déclara qu'il l'avait enterrée sous un tas de compost dans son jardin. Il avait recouvert le corps de chaux et de ciment pour accélérer le processus de décomposition. Il fallait déterminer si Lord disait la vérité cette fois-ci et recueillir les indices pour donner enfin à la famille de Doe la possibilité de vivre un deuil en sachant ce qui lui était arrivé. Le bureau du shérif contacta le service d'anthropologie judiciaire de l'Université du Tennessee. Après avoir retiré plusieurs couches de feuilles et de compost, les experts se mirent à creuser. Le lieutenant Ronald Godwin de Shelby County supervisa les minutieuses fouilles. On utilise des pinceaux et des petites truelles, un peu comme le font les archéologues. On ne retire qu'une cuillerée de terre à la fois pour ne laisser passer aucun indice. On doit aussi s'assurer qu'on ne modifie pas ou qu'on ne détruit pas d'indices se trouvant avec le corps. Après 2 heures, les experts percèrent une couche de ciment et de chaux. Dans l'espace en dessous, ils trouvèrent un cadavre. La première chose qu'on a vue, c'était une main. Le reste du corps gisait sur le dos, le visage tourné vers le haut. Il fallut 17 heures pour exhumer complètement la dépouille. Ce que les enquêteurs découvrirent alors les surprit. La peau était intacte. Le corps était dans un tel état de conservation que nous aurions pu pratiquer toutes les analyses pour savoir si la victime avait été empoisonnée. On aurait pu relever les traces de ce qui l'avait tuée si elle avait été victime d'une agression sexuelle, par exemple. Il nous est apparu qu'en mettant de la chaux sur le corps, cela avait eu l'effet contraire à ce que Lord avait souhaité. Le corps était intact. Le détail le plus troublant était sans aucun doute la position de la main de cette femme de 65 ans. La seule chose qui était anormale dans sa position, c'était sa main. Elle se trouvait devant son visage, dans une position défensive, et ses doigts étaient écartés. Pour les enquêteurs, la victime n'était pas morte quand on l'avait enterrée. Elle était sans doute en vie et a tenté d'enlever le ciment avec sa main. Près d'1 an après la disparition de Doe Roberts, le FBI et Alan Roberts disposaient de preuves formelles. Le 19 octobre 1993, Charles Lord a plaidé coupable de meurtre au premier degré et d'enlèvement. Il a été condamné à la prison à vie plus 25 ans. Alan, le mari de Doe, a dû subir les soupçons des enquêteurs pendant plusieurs mois. Mais quand la vérité a éclaté, il a pu enfin mettre Doe en terre. Il reste toutefois encore un défi à relever à Alan Roberts. C'est difficile de faire son deuil. J'essaie de ne plus penser à Charles Lord. Et je prie Dieu pour qu'il m'aide à lui pardonner.
Je prie aussi Dieu pour qu'il veille sur Doe. Alan et Doe Roberts ont été mariés pendant 43 ans avant que la vie ne les arrache l'un à l'autre. Alan croit qu'un jour, il retrouvera Doe pour toujours.